Bienvenue à l'émission à Planète Terre cette semaine. Beaucoup de choses sur la planche. D'abord, un conflit dont on parle peu, mais qui est très meurtrier et qui pose un problème humanitaire majeur. C'est le conflit au Sri Lanka. Vous savez, les fameux tigres tamouls qui luttent pour l'indépendance d'une partie du pays depuis 1983. Sont à la dernière extrémité. Les forces sri-lankaises sont en train de gagner cette bataille, enfin du moins cette étape de la bataille, et ça crée un problème pour, évidemment, les morts, 6400 décès depuis le début de cette dernière offensive et plus de 100 000 réfugiés qui sont dans des conditions humanitaires exécrables. Nous en discutons avec un spécialiste de la guerre juste, le philosophe Christian Nadeau, qui a écrit sur ce sujet récemment. Ensuite, on va parler de paix pour faire changement. Les opérations de paix, où en sommes-nous? C'est une industrie, en fait, de la paix maintenant qui est en pleine croissance. Nous allons en discuter avec la politologue Marie-Joëlle Zahar et le directeur du réseau de recherche sur les opérations de paix, Jocelyn Coulon. Et finalement, on va terminer sur un mode plus léger, mais quand même sérieux. James Bond, vous le connaissez. Est-ce que vous savez que selon une thèse à la mode, il a sauvé la Grande-Bretagne, ou du moins sa politique étrangère? En fait, c'est ce que dit un livre récent qui est populaire à Londres, au Royaume-Uni, et nous nous sommes mis à deux pour le lire et le discuter. D'abord, Frédéric Mérand, qui est un spécialiste des questions de défense européenne en sciences politiques, et sa collègue Éléonore Lépinard vont venir nous dire ce qu'ils pensent de cette thèse. Alors, dans un instant, le Sri Lanka, le cauchemar des réfugiés. Derrière le bruit cette semaine, c'est derrière le bruit qu'on entend peu, mais c'est un bruit qui est assourdissant pour ceux qui sont proches de sa source. C'est le conflit au Sri Lanka. Vous n'êtes pas au courant? Ben, c'est un peu normal parce que les autorités sri-lankaises ont fait en sorte que les journalistes ne puissent pas être présents, que les organisations humanitaires aient beaucoup de difficultés à s'y infiltrer. Et pourtant, se déroule là, depuis le début de l'année, une nouvelle étape d'une guerre qui se déroule, elle, depuis au moins 1983, entre les indépendantistes tamouls, les tigres tamouls, dont on a une communauté importante, enfin pas des tigres, mais des tamouls au Canada, qui ont justement fui les conflits dans les années 80, et le gouvernement sri-lankais, qui représente la majorité singalaise, donc au Sri Lanka. Pour discuter un peu du conflit, mais aussi de ce que ça nous dit sur les responsabilités d'un État qui est aux prises avec une rébellion intérieure. Nous en discutons avec un philosophe, Christian Nadeau. Bonjour, bienvenue à l'émission. Bonjour. Alors, Christian, vous avez publié tout récemment, ça sort des presses, Guerre juste et injuste, histoire, théorie et critique, avec votre collègue Julie Sada, qui est de quelle institution? Qui est à l'UFM de Paris. Oui. Et donc, c'est aux presses universitaires de France. Alors, vous avez écrit récemment dans Le Devoir un texte sur la guerre au Sri Lanka. Le Canada doit sortir de sa torpeur. Qu'est-ce qui a fait de ce conflit particulier? Qu'est-ce qui a fait bondir le philosophe en vous? Bien, d'abord, il y a le fait que c'est un conflit qui n'est pas du tout couvert par les médias, notamment pour les raisons que vous avez évoquées. Et ce qui a pu faire bondir le philosophe, indépendamment du fait que je ne suis pas du tout un spécialiste donc, du Sri Lanka, c'est le fait qu'en comparaison de d'autres conflits, comme celui qui a eu lieu par exemple à Gaza et pour lequel vous m'aviez invité, il ne semble y avoir aucune réaction de la part du public, ni des intellectuels par rapport à ce conflit. Ce qui et alors que l'étendue, par exemple, des victimes est on extrêmement parle de élevée. 6500 morts, 100 000 civils qui sont dans des camps. Déplacés. Donc on parle aussi en ce moment de 50 000 civils qui sont pris entre les deux camps et qui risquent donc d'être de nouvelles victimes. Donc essentiellement, c'est aussi ce qui m'a interpellé, c'est la manière ou la rhétorique employée par le gouvernement du Sri Lanka pour justifier les mesures militaires prises contre les tigres tamouls. Bon, alors il faut dire dans le contexte que pour la première fois, de façon décisive, l'armée sri-lankaise est en train d'adosser, pas au pied du mur, mais au pied de la mer, le dernier réduit des troupes tamoules, alors qu'il y a une dizaine d'années, les tigres tamouls contrôlaient une partie du territoire, avaient leur propre administration interne. Donc, pour le gouvernement sri-lankais, c'est le coup de grâce, pas le coup de grâce, mais le dernier
coup qu'ils veulent donner pour avoir une victoire décisive. Voilà. Alors, il faut dire aussi qu'aux dernières élections, on a élu précisément un président qui est le plus radical dans cette option. Son administration est du même ordre. Par exemple, récemment, le représentant du Sri Lanka donc à l'ONU a appelé à la communauté internationale à accepter l'idée selon laquelle il fallait abattre les tigres tamouls jusqu'au dernier. Donc il a publié récemment un article dans un quotidien qui s'appelle The Island, donc un quotidien sri-lankais, où il explique les raisons pour lesquelles la communauté internationale, ou une partie de la communauté internationale, se leurre quant aux intentions réelles des tigres tamouls et des volontés velléités indépendantistes donc, de la communauté tamoule. Essentiellement pour eux, le problème, c'est que nous n'avons affaire qu'à des terroristes. Ouais. Et donc, le seul moyen, la seule proposition de négociation avec eux, il le dit tel quel, c'est les mains en l'air ou les pieds devant. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a un changement sur la perception des tigres tamouls avant et après le 11 septembre. Donc, avant le 11 septembre et dans les premiers moments de cette rébellion, il y avait une sympathie internationale pour les tigres tamouls. L'Inde, d'ailleurs, a joué un peu un rôle a tenté de jouer les médiateurs et ensuite son intervention a complètement dérapé. D'ailleurs, on accuse le chef des tigres tamouls d'avoir été le commanditaire de l'assassinat de Rajiv Gandhi, ce qui a beaucoup refroidi l'Inde sur la cause tamoule. Mais depuis le 11 septembre, un certain nombre d'attentats et d'attentats suicides, les tigres tamouls sont sur la liste des organisations terroristes, à la fois de Washington et du Canada et de plusieurs autres pays. Oui, Stockwell l'a répété récemment. Il faut voir aussi dans les actions, par exemple, du Canada, ce que le Canada a fait avec ce nouveau don donc, de 3 millions de dollars au Sri Lanka. Encore une fois, il s'agit d'un don qui va directement dans les caisses de l'État et il n'y a absolument aucune mesure de contrôle par rapport à l'utilisation qui sera faite de ce don. Donc effectivement, il y a un changement de paradigme. Je crois que en même temps, les choses n'ont jamais été vraiment tranchées. Je ne suis pas sûr dans quelle mesure le 11 septembre a changé le point de vue sur la rébellion tamoule. Je crois que ce qui a changé, c'est la radicalisation de la rhétorique à leur sujet. C'est-à-dire que depuis le 11 septembre, les États disposent de moyens rhétoriques, encore une fois, ou de cadres conceptuels qui leur permettent d'avancer l'idée selon laquelle lorsqu'il y a des rébellions, et lorsque ces rébellions mettent en péril les principes fondamentaux de l'État, ou la Constitution, ou encore, par exemple, l'ordre de droit, ou la souveraineté, surtout le principe de souveraineté, alors ils sont en mesure de pouvoir intervenir au-delà de ce qui peut paraître nécessaire à prime abord. Donc c'est ça qui m'apparaît central. Et là, on se déplace sur le plan éthique, parce que, bon, sur les faits, personne ne doute du fait que les Tamouls au Sri Lanka, et pour ceux qui ne se situent pas sur la carte géographique, là, lorsqu'on regarde la carte de l'Inde, c'est cette grosse goutte en bas à droite. Donc, personne ne conteste que les Tamouls sont victimes de discrimination depuis l'indépendance sri-lankaise, de toutes sortes de façons. Maintenant, ce qui est en débat, c'est les tactiques de l'organisation des Tigres qui a pris le contrôle de tout le mouvement nationaliste et parfois de façon très brutale. Bon, mais donc, du point de vue éthique, et c'est là où le philosophe nous est très utile, est-ce qu'un État qui est devant un groupe qui se rapproche par sa réputation d'Al-Qaïda, est-ce qu'il est légitimé ou non de sortir des balises de la Convention de Genève ou des règles de la guerre parce que c'est un ennemi intérieur qui n'est pas respectable. Non, il n'est jamais légitime de faire une chose pareille puisque alors ce serait contredire les raisons même pour lesquelles on le combat. C'est-à-dire que si ce qui nous donne raison de le combattre est précisément le fait qu'il agisse de manière criminelle, alors il n'y a absolument aucune raison d'agir soi-même de manière criminelle. Ce serait une contradiction dans les termes. Ce serait un peu comme par exemple de dire qu'un policier doit quitter les règles du droit parce qu'il a affaire à des organisations criminelles, alors qu'on sait très bien que l'état de droit demeure même lorsqu'il lutte contre des grands criminels. Et c'est là qu'on voit justement, corrigez-moi si j'ai tort, un peu la dérive dans la réaction de la communauté internationale ou son absence de réaction du fait que justement ce n'est pas un conflit régulier. L'adversaire a mauvaise réputation, donc c'est comme si on hésitait
à s'insurger contre des méthodes trop brutales à cause de la nature de l'adversaire. Il y a deux façons, je dirais, de voir un peu les normes internationales au sujet des conflits militaires. Une première serait strictement positiviste ou fondée uniquement sur des principes de droit. Celle-ci m'apparaît très importante, mais à la limite inefficace lorsque nous sommes devant des conflits comme celui dont nous parlons. Précisément parce que nous sommes devant des conflits qui ne se situent pas entre des États distincts, mais entre des organisations entre un État et une organisation, dont certains peuvent reconnaître une partie de la légitimité, mais d'autres vont dire qu'elle est effectivement comparable à des organisations comme Al-Qaïda, et dès lors, il n'y a aucune possibilité de reconnaissance d'un statut juridique de cette organisation. Dès lors, n'étant pas en quelque sorte un sujet de droit, elle n'a droit à aucune reconnaissance et ne devrait même pas faire même l'objet d'un respect moral. L'autre optique, ce serait celle justement des théories de la guerre juste, qui, à mon sens, recouvre l'optique juridique. C'est-à-dire que lorsque nous voulons discuter des principes fondamentaux qui sont derrière le droit international, nous devons nécessairement en remonter à des principes moraux. Et ces principes moraux sont en construction, sont en développement. Ils sont en développement d'une part par des spécialistes de ces théories morales, comme moi ou d'autres auteurs, mais ils sont aussi en construction par rapport à la manière dont les juristes, les politologues, le grand public vont recevoir ces principes et les mettre en application à l'intérieur de cadres de structures juridiques et politiques. Donc, en quelque sorte, la morale fait évoluer le droit. Alors, en quoi est-ce que les développements de la recherche sur la morale pourraient nous être utiles sur la façon d'aborder l'éthique tamoule? Alors, notamment au sujet, justement, de la catégorie de terrorisme. Ce que peut faire, si nous voulons considérer les choses simplement du strict point de vue juridique, alors nous pourrions très facilement dire, eh bien, nous avons une organisation qui est par plusieurs instances de la communauté internationale reconnue comme étant une organisation terroriste, donc illégale, donc elle n'a droit à aucun traitement ni de faveur, ni même à une reconnaissance, disons, de droits fondamentaux. Le problème, c'est lorsque nous observons les choses d'un point de vue plutôt philosophique, alors nous sommes à même de nous poser la question, par exemple, qu'est-ce que le terrorisme? On revient à des principes plus généraux, plus abstraits, mais qui nous permettent ensuite de réagir par rapport au concret. Par exemple, dans le cadre du terrorisme, un philosophe du nom de Bob Goodin a publié un livre, What's Wrong with Terrorism, où il expliquait en gros que le terrorisme, en fait, n'est pas simplement le fait de ceux qui produisent la terreur, mais de ceux qui en font un usage politique. Et dès lors, ceux qui font une récupération politique de la terreur, même commise par d'autres, par exemple par des organisations terroristes, sont eux-mêmes, non pas terroristes, mais partie prenante du phénomène du terrorisme. Donc, ils ont une part de responsabilité. Alors, ce que ça change, c'est de pouvoir faire attention, de mettre un certain nombre de bémols, et de certaines mises en garde qui ne sont pas strictement, disons, le fait d'une forme de dilettantisme intellectuel sur la question. C'est-à-dire, ce sont des considérations ou des bémols qui permettent de véritables mises en garde par rapport au danger très important que fait courir en ce moment cette rhétorique de la lutte contre le terrorisme. Christian Nadeau, merci beaucoup de nous avoir éclairé là-dessus. Comme vous savez, à cette émission, on demande aux invités de nous suggérer une plage musicale qui illustre le propos. Qu'avez-vous choisi et pourquoi? Alors, j'ai choisi une plage donc d'un musicien sri lankais. Oui, je le vois, vous avez sur la feuille Manikam Yogeswaran. Alors, je vous remercie de l'avoir prononcé à ma place. Et donc, je l'ai choisi notamment parce que ce musicien, qui à ma connaissance est maintenant basé à Londres, a beaucoup œuvré pour la paix entre les communautés et a fait tout un travail justement d'utiliser la musique précisément pour œuvrer à une forme sinon de réconciliation nationale, mais un véritable vivre ensemble. Et c'est un chanteur sri lankais, donc d'origine tamoule? D'origine tamoule, oui. Et il chante en anglais, en tamoule? Il chante en tamoule. Il chante en tamoule. Donc, nous allons écouter cette chanson en essayant de vivre les émotions si on ne suit pas la trame sonore. Et s'il y a des Tamouls qui nous écoutent, ben, tant mieux pour eux. Ils pourront l'expliquer à leurs amis et collègues. Alors, donc, Christian Nadeau, merci d'avoir été là et nous écoutons grâce à vous. Je vais répéter, Manikam Yogeswaran, chanter une chanson tamoule sur la paix.
pose une question en profondeur cette semaine. Quelle est la deuxième puissance militaire au monde? La première, c'est évidemment les États-Unis, le Pentagone, mais la deuxième, vous répondez la Chine, la Russie, pas le Canada certainement. Eh bien, vous aurez probablement raison, mais il y a une façon de dire les choses et de les compter qui dirait que l'ONU est la deuxième force militaire dans le monde, la deuxième force de paix dans le monde, et c'est avec ce constat relativement récent que nous allons ouvrir la discussion avec nos deux invités aujourd'hui. Marie-Joëlle Zahar, merci d'être avec nous. Marie-Joëlle, vous êtes professeure en sciences politiques. Votre dernier ouvrage paru s'intitule Intrastate Conflicts, Governments and Security, Dilemmas of Deterrence and Assurance, c'est publié chez Routledge à Londres l'an dernier, donc sur la question des conflits. Et Jocelyn Coulon, merci d'être avec nous. Alors Jocelyn, dernier ouvrage paru, Le Guide du maintien de la paix, qui est une publication annuelle qui regroupe certains des meilleurs textes de la francophonie sur cette question du maintien de la paix, et vous êtes directeur du réseau francophone de recherche sur les opérations de paix. Alors, je commence avec vous. Donc, parlons justement de ce calcul qui peut être fait maintenant. Donc, l'ONU, deuxième puissance militaire au monde. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Disons qu'on pourrait dire que c'est plutôt la deuxième institution qui déploie le plus de militaires dans le monde, parce qu'évidemment, les militaires de l'ONU n'ont pas les capacités logistiques, financières et autres des militaires américains, mais quand même, je pense que ça donne une bonne mesure de où est rendu les Nations Unies, où sont rendues les Nations Unies aujourd'hui, puisque après le Pentagone, donc, c'est l'organisation qui déploie le plus de personnel militaire, policier et civil, mais dans des opérations de maintien de la paix et non pas dans des opérations de combat. Il y a des casques bleus sur 5 continents aujourd'hui, dans une vingtaine de missions des Nations Unies. Alors, évidemment, ce ne sont pas des soldats de l'armée onusienne, donc l'ONU fédère à partir des soldats, des militaires de différents pays qui participent aux opérations de paix. Mais même là, est-ce que j'ai raison de dire qu'on constate un nombre croissant de pays qui participent aux opérations au cours des dernières années? Oui, absolument. Quand on regarde sur, disons, les 15 dernières années, on se rend compte que le nombre d'opérations de maintien de la paix s'est multiplié de façon exponentielle. Je veux dire, en 1992 à peu près, 90-92, il y avait 7 ou 8 opérations de maintien de la paix dans le monde avec environ 12 000, 15 000 casques bleus. C'était des opérations de maintien de la paix classiques où il n'y avait pas de violence, où on observait un cessez-le-feu entre des parties qui avaient conclu ce cessez-le-feu. Et qui acceptaient d'arrêter de tirer. Qui acceptaient d'arrêter de tirer. Or, depuis, je dirais, 95, les conflits se sont transformés. Maintenant, on intervient à l'intérieur des États. Et aujourd'hui, les Nations unies ont une vingtaine d'opérations de paix avec 120 000 casques bleus, plus le personnel civil. À cela, il faut ajouter les organisations régionales ou sous-régionales, comme l'OTAN, l'Union européenne, l'Union africaine ou d'autres organisations, ou même coalitions multinationales, qui interviennent aussi en mode opération de paix, que ce soit à Timor, au Soudan ou dans d'autres régions à risque. Donc, on peut dire que le maintien de la paix, les opérations de paix, ont connu une expansion en termes quantitatifs, mais aussi qualitatifs. C'est ça, la nature de l'intervention. Mais avant d'aller là, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant qui se déroule? C'est que des pays africains ou d'autres pays du Sud, maintenant, participent aux opérations en prêtant leurs militaires, mais en fait, ils n'ont pas l'argent de les prêter, donc c'est une forme de coopération internationale où le Nord paie un pays du Sud pour qu'il paie ses militaires, pour qu'il les prête à l'ONU pour aller dans un pays en conflit. Alors, il y a 15 ans, c'était surtout des pays du Nord qui participaient aux opérations de maintien de la paix. Quand on regarde la liste des 15 premiers pays en 1990, il y en avait 10 qui venaient du Nord, le Canada, la Norvège, la Suède, enfin les pays traditionnellement impliqués dans ces opérations-là. Aujourd'hui, c'est complètement renversé. En fait, les dernières statistiques que nous avons pour les Nations unies toujours, sur les 15 premiers pays qui participent aux opérations de paix, 14 viennent du Sud et un seul vient du Nord, c'est l'Italie. Tous les autres pays du Nord participent à des opérations de paix sous le chapeau de l'OTAN ou de l'Union européenne. Vous avez raison de dire que les pays du Sud profitent financièrement de cette participation aux opérations de paix.
c'est pas un hasard s'il y a 10 000 Pakistanais, 10 000 Indiens, 10 000 Bangladeshis et presque autant de Népalais qui sont déployés en opération de paix, c'est que ça rapporte beaucoup d'argent compte tenu, par exemple, du salaire qu'on verse à ces soldats-là. Mais c'est une volonté. Bon, on comprend quel est leur intérêt. Je veux dire, il y a un intérêt économique, mais voilà. La décision de l'ONU de faire appel à ces pays-là plutôt qu'aux pays traditionnels du Nord, est-ce qu'il y a une volonté politique d'avoir des soldats du Sud plutôt que des soldats du Nord dans certaines situations? Non, en fait, l'ONU est l'otage des États membres. Lorsque l'ONU dit « j'ai besoin de casques bleus », si ce sont les pays du tiers-monde qui lèvent la main, elle doit prendre ces troupes-là, puisque les pays occidentaux ont décidé, eux, de ne pas participer aux opérations de maintien de la paix de l'ONU, sauf au Liban. Actuellement, on a un retour des Européens dans le maintien de la paix. Ils préfèrent être sous le chapeau de l'OTAN et de l'Union européenne. Donc, ce n'est pas une décision de l'ONU. OK. Mais l'argent vient de l'ONU. Oui, absolument. Mais parfois, l'ONU va payer une armée du Nord pour aider à entraîner des combattants du Sud? Il y a des programmes de formation à travers les États occidentaux qui, évidemment, fournissent les entraîneurs, le matériel et le financement pour former ces armées-là. Donc, il y a tout un aspect. Bon, il y a la paix, il y a le maintien de la paix, mais il y a tout un aspect entrepreneurial, finalement, mouvement de capitaux, création d'emplois à l'intérieur de ce c'est sûr que le maintien de la paix, c'est devenu une industrie et c'est pas seulement une industrie pour les États, c'est une industrie pour les centres de recherche, pour les universités. Il n'y a jamais eu autant de programmes sur le maintien de la paix. Il n'y a jamais eu autant de livres et d'articles qui s'écrivent sur les opérations de paix. Vous étiez un peu un précurseur quand vous étiez un des seuls, un des premiers à écrire sur ce sujet-là. Il y a une quinzaine d'années. Voilà. Alors, Marie-Joëlle, vous, les conflits vous intéressent et qui dit conflit dit opération de paix, mais après l'opération de paix, il faut reconstruire. L'État a été divisé, parfois les villes bombardées, et là, il y a la construction de la paix, qui est une autre étape. Et il y a un débat, je semble savoir qu'il y a un débat à savoir, mais est-ce que ceux qui ont imposé la paix doivent être les mêmes que ceux qui construisent la paix, parce que ce n'est pas exactement la même fonction. Qu'en pensez-vous? Écoutez, d'abord, c'est un débat qui est très complexe et il y a énormément de variations selon les cas, les régions, les intérêts des pays étrangers à intervenir dans certaines situations. Et à cet égard, c'est un peu la même chose que pour le maintien de la paix, donc l'aspect militaire. Tous les deux, d'ailleurs, sont aujourd'hui appelés de manière beaucoup plus large opération de paix. Qui dit opération de paix dit à la fois maintien et consolidation ou reconstruction. Mais la réalité, c'est que là aussi, le constat veut que la plupart de l'expertise, des fonds, du financement, etc., sont situés au nord, donc dans les pays du nord, ce qui fait que ce sont ces pays-là qui sont le plus souvent amenés à participer de manière active à la reconstruction. Bien sûr, il y a les grandes institutions financières internationales, mais en général, tant au point de vue étatique qu'au point de vue des ONG spécialisées qui, elles aussi, se sont fait une industrie dans la reconstruction, notamment dans certains secteurs, la part du lion revient quand même aux pays du Nord. Alors, comment est-ce que ces troupes-là sont perçues au sol? Alors, on sait qu'il y a des opérations de paix qui se déroulent bien, il y en a qui se déroulent moins bien. On a connu ici comme ailleurs des exactions de certains soldats qui, présents, avaient malmené des civils, des femmes, etc. Est-ce que, et récemment, M. Brahimi disait, bon, ben, c'est dommage parce que l'ONU, qui était comme la Croix-Rouge avant, on saluait le drapeau de l'ONU comme on salue la Croix-Rouge, on laisse passer. Maintenant, c'est devenu un peu une cible, un symbole de l'intervention étrangère. Est-ce que les militaires impliqués dans les opérations de paix sont vus comme des occupants ou comme des sauveurs par les populations locales? Un peu des deux, je dirais. Et malheureusement, la personne qui devrait parler de cela, ce serait probablement notre collègue Béatrice Pouligny, qui a beaucoup participé aux activités d'Europe et qui est la grande spécialiste qui a regardé ces questions-là à partir justement du point de vue des populations locales. Il est très clair que malgré les critiques cinglantes de l'ONU, de l'interventionnisme armé, etc., n'empêche que les populations un peu partout dans le monde, lorsqu'il y a des problèmes sur le terrain, font appel à cette organisation-là. Et donc, quelque part, l'ONU bénéficie encore d'une certaine légitimité, a priori, aux yeux des populations.
les étrangers en général bénéficient d'une légitimité. Et il y a même pour les Américains souvent un appel des vœux des Américains. Et donc, si on regarde du côté du Moyen-Orient, on a beau dire qu'il y a beaucoup de partis au Moyen-Orient qui sont hostiles aux États-Unis, n'empêche que lorsque certains Palestiniens demandent que soit déployée entre Palestiniens et Israéliens une force de maintien de la paix, on aimerait que cette force-là ressemble à la force qui est au Liban, et donc essentiellement qu'il y ait des puissances européennes et éventuellement, si possible, des Américains sur le terrain, parce que justement, ce que Jocelyn disait tout à l'heure, c'est que l'ONU est peut-être une institution qui déploie des soldats, mais ce n'est pas une puissance. Et donc, aujourd'hui, dans les pays du Sud, on reconnaît que la puissance appartient surtout à certains pays. Et donc, si on veut des opérations efficaces, efficientes, il faut que ces pays-là soient activement impliqués. Donc la volonté d'efficacité dépasse l'anti-américanisme ou les préventions qu'on peut avoir contre une politique étrangère. Ceci dit, lorsqu'on est sur le terrain, je crois que ça fluctue énormément. Et donc, par exemple, pour revenir à Béatrice Poligny, elle montre très bien dans ses travaux comment en Haïti, il y a eu des vagues. Et tout dépend de ce qui se passe sur le terrain. Ceci dit, ce qui se passe sur le terrain, comme vous disiez, il y a parfois des bas-vues, mais parfois il y a aussi une incapacité de répondre aux attentes incroyables que les populations ont. Et donc, si on prenait, et ce n'est pas une opération de paix, mais c'est quand même un bon exemple avec lequel tout le monde sera familier, le déploiement américain en Irak, l'envoi de la mission américaine en Irak. Les Américains ont été attendus des vœux de beaucoup d'Irakiens. Ceci dit, la destruction a été telle que la remise à niveau, ne serait-ce que des infrastructures de base, n'aurait pas pu se faire plus rapidement, ou du moins pas de manière sensiblement plus rapide. Et donc, dans l'intérim, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu énormément de mauvaise volonté envers les Américains, que l'on avait vu comme des sauveurs, mais le sauveur avait lui aussi ses propres limites. Et donc, ce qui vaut pour les Américains vaut pour toutes sortes de troupes de maintien de la paix déployées sur un terrain. Il y a des attentes énormes, il y a des contraintes énormes également, des contraintes dues au mandat, dues au retard dans le déploiement, dues au retard dans l'envoi de fonds, de logistique, etc. Et donc, il y a souvent un fossé qui fait que les choses vont plus lentement que prévu, qu'il peut y avoir des dérapages, et donc que dans les populations, il y a des griefs qui commencent à s'accumuler. Oui, dans le cas de l'Irak, comme dans le cas de l'Afghanistan, on a vu que les Américains avaient été très efficaces pour gagner la guerre, mais complètement inefficaces et parfois de mauvaise volonté pour consolider la paix ensuite ou bien contrôler les frontières, bien contrôler le pillage et tout ça. La Rand Corporation aux États-Unis a comparé les interventions multinationales. Elle a pris 8 interventions menées par les Nations unies et 8 autres menées par les Américains. Elle s'est rendue compte que dans 7 opérations menées par les Nations unies, on pouvait les qualifier de succès parce qu'elles ont atteint leurs objectifs. Dans le cas des 8 opérations américaines, seulement 4 ont réussi à pacifier et à reconstruire le territoire ou le pays en question. Donc, les spécialistes de la Rand Corporation estiment qu'il y a des facteurs qui expliquent ces succès et ces échecs. Et il faut dire que la Rand Corporation a beaucoup travaillé pour le Pentagone et s'il y avait quelque chose, un biais qu'on pouvait y déceler, ce serait plutôt un biais plus favorable au Pentagone que non. Donc, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Ça. Ouais. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir quels sont les facteurs qui expliquent ces succès. Et un des facteurs, c'est la légitimité que l'ONU consacre et donne à ces opérations de maintien de la paix ou de reconstruction. Les gens qui reçoivent ces opérations-là savent que c'est d'abord l'ONU et que cette ONU-là a un caractère universel. C'est l'ensemble de la communauté internationale. Alors que pour ceux qui reçoivent une opération américaine, eh bien là, évidemment, il y a les intérêts américains. Qu'est-ce que cache réellement cette opération? Donc, parfois, certains groupes commencent à contester la présence américaine. Si je peux rapidement ajouter là-dessus, quelque chose, c'est qu'en fait, dans le cas d'opérations qui sont en général chapeautées de manière majoritaire par une puissance, quelle qu'elle soit, que ce soit les Américains ou d'autres, le mélange des genres est beaucoup plus probable. En d'autres termes, on peut parfois difficilement faire la différence entre l'aspect militaire et l'aspect plus humanitaire ou de reconstruction, etc. Et d'ailleurs, là où l'ONU a été ciblée,
c'est souvent dans des opérations où il y avait quelque chose d'autre qui se passait en parallèle, notamment par exemple à Bagdad, lorsque l'ONU a essayé justement de s'y établir suite à la présence américaine. Donc, il y avait ou bien encore en Afghanistan, où effectivement aujourd'hui ISAF, donc la force d'assistance à la sécurité et au rétablissement de la sécurité qui est déployée à Kaboul, souffre malheureusement de son rapprochement, du moins dans les perceptions des Afghans, avec l'opération Enduring Freedom, qui est l'opération américaine plus militariste. C'est ça. Donc, lorsque l'ONU arrive derrière les Américains, évidemment, son indépendance est mise en cause par les populations. C'est ce que l'acteur Brahimi disait, lorsqu'elle contrôle l'opération d'un bout à l'autre. Marie-Joëlle, quel serait un exemple de construction de la paix réussie? Quel serait le modèle au cours des dernières années? D'abord, je pense qu'il est très dangereux de parler de modèle, parce que c'est là, à mon avis, la faillite majeure de ces entreprises-là, c'est d'essayer de prendre un modèle et de l'appliquer un peu partout sans vraiment prendre en considération des contextes qui sont parfois très différents, des contraintes qui sont différentes. Alors, je reformule, qui a pu le mieux s'adapter au contexte local pour réussir? Il va sans aucun doute qu'en fait, dans les travaux, dans les recherches scientifiques, on met de l'avant la reconstruction de l'Allemagne et du Japon comme des exemples qui n'ont jamais été égalés. Ce sont deux pays dévastés par la guerre où les vainqueurs de la guerre sont venus et ils ont établi quand même des régimes initialement assez perçus comme coercitifs, mais n'empêche que la reconstruction, l'injection de fonds, la remise à pied des institutions a donné ce que nous connaissons aujourd'hui, deux grandes puissances à la fois sur le plan politique et économique à l'échelle internationale. Dans les opérations plus récentes, il y a des demi-succès et des demi-échecs. On parle souvent du Mozambique comme un succès. C'est un succès dans la mesure où, effectivement, au Mozambique, il n'y a pas eu de reprise de la violence et dans la mesure où il y a eu quand même un certain progrès économique. Ceci dit, la base de départ était tellement faible au point de vue économique que n'importe quel progrès au Mozambique aurait été souhaité, appelé de tous les vœux et applaudi. Par ailleurs, c'est un pays dans lequel j'ai eu l'occasion de faire quelques recherches. Ce qui est frappant, c'est que l'on passe sous silence, par exemple, le fait que c'est un pays dans lequel il n'y a pas d'alternance politique et il n'y en aura pas à moyen et probablement à plus long terme à cause de la manière dont le parti au pouvoir a en fait phagocyté les structures de l'État. Alors, est-ce un succès si nous cherchons la démocratie, l'ouverture de la compétitivité politique, etc. Il faut mettre un bémol. Ceci dit, je pense qu'il faut aussi ne pas évaluer les succès en comparant des pays qui sortent de guerre et donc en fait qui partent de très loin avec des démocraties fonctionnelles et des pays qui sont économiquement florissants. On peut construire la paix sans construire la démocratie. Tout à fait. Et malheureusement... Ça dépend de l'objectif premier. Je vous arrête là parce que le temps file et j'aimerais qu'on prenne quelques secondes pour parler de l'école sur les opérations de paix cet été que Jocelyn vous organisez, Marie-Joëlle, vous y participez. Alors Jocelyn, qu'est-ce que c'est que cette école d'été? Qu'est-ce que les gens peuvent y apprendre s'ils s'y inscrivent? L'école d'été, essentiellement, elle dure 6 jours et puis c'est un survol des grandes thématiques qu'on retrouve dans les opérations de maintien de la paix. Donc, les participants vont être sensibilisés, par exemple, à l'historique des opérations de maintien de la paix, à leur évolution, aux nouvelles doctrines qui sont en train de naître sur l'utilisation des casques bleus et en particulier de l'utilisation de la force, parce que c'est toujours ça qui fait problème au sein des opérations de maintien de la paix, c'est que jusqu'où va-t-on dans l'utilisation de la force pour imposer le mandat? On va aborder aussi des questions comme la place des femmes dans les conflits, la consolidation de la paix, la responsabilité de protéger aussi, qui est de plus en plus remise en cause. Oui, ça, c'est donc un concept beaucoup proposé par le Canada en disant s'il y a une population à l'intérieur d'un État souverain qui est en danger, la communauté internationale a la responsabilité, malgré la souveraineté, de venir en aide à cette communauté. De venir en aide. Et vous avez des cas comme le Kosovo, par exemple, qui peuvent représenter cette idée de responsabilité de protéger. Mais en même temps, la responsabilité de protéger, elle est contestée par les pays du Sud parce que c'est eux qui reçoivent l'intervention. On n'intervient pas en Suède ou en Finlande, on intervient dans les pays du Sud, là où il y a des massacres, là où il y a des dévastations.
On verra aussi comment les missions sont devenues de plus en plus complexes avec le temps. Si vous vous souvenez de la mission initiale créée par Lester B. Pearson en 1956, il s'agissait essentiellement de déployer des militaires dans une zone tampon entre l'Égypte et Israël, et puis de surveiller ce cessez-le-feu. Aujourd'hui, c'est plus ça, une mission de maintien de la paix. Ce sont des militaires, bien sûr, mais des policiers et des civils. Il y a d'énormes composantes civiles dans les opérations de maintien de la paix, parce qu'il faut reconstruire les pays. Vous savez que même l'ONU, au Kosovo, par exemple, s'occupe des plaques d'immatriculation des automobiles. Ah, oui. Alors, il faut reconstruire l'État, ce qui n'était pas le cas lorsque Lester B. Pearson a pensé à son concept en 1956. Et bon, donc c'est 6 jours, donc 36 heures de cours, de conférences. Et qui donnera ces conférences? Alors, il y a des conférenciers qui viennent de France, de Belgique, du Canada et des États-Unis. On a même quelqu'un des Nations Unies qui va venir plancher sur les processus politico-diplomatique, comment ça se passe au jour le jour au Conseil de sécurité et derrière les rideaux, qui va nous parler aussi de l'évolution de la doctrine, puis des spécialistes comme Marie-Joëlle, comme des gens de Bruxelles ou de Paris. Michel Liégeois, en particulier, qui est le titulaire du cours, qui viendra parler de différents aspects de ces opérations de paix. Alors, on comprend pourquoi des étudiants de maîtrise ou de fin de bac prennent le cours, ils vont faire les travaux, ils vont avoir des crédits s'ils satisfont aux exigences. On comprend qu'il y a des militaires qui viennent, des gens qui sont impliqués dans les opérations de paix. Est-ce qu'un citoyen intéressé aux questions internationales peut décider de consacrer une semaine je pense que si c'est un citoyen qui veut vraiment bien comprendre quelles sont les opérations de paix aujourd'hui, c'est une bonne sensibilisation, c'est un bon aperçu de ce qui se passe aujourd'hui et ça éclaire justement ce qu'il voit tous les jours à la télévision. Ça lui permet de mieux saisir ce qui se passe. Mais même pour les spécialistes, c'est une remise à niveau, si on peut dire, sur certains aspects qu'ils n'auraient pas creusé. Très bien. Alors, Marie-Joëlle, comme vous savez, à cette émission, on termine en musique. Est-ce que vous avez une musique à nous proposer et laquelle et pourquoi? Étant donné que nous sommes à Montréal, où se tient actuellement une rétrospective John Lennon, Yoko Ono, je pense que le thème se prête à une chanson du style Give Peace a Chance. Ah oui, Give Peace a Chance. Merci beaucoup. Merci Marie-Joëlle Zahar. Merci Jocelyn Coulon. Donc, ceux qui veulent de l'information sur l'école d'été, simplement aller sur le site cerium.ca et nous écoutons grâce à vous John Lennon interpréter Give Peace a Chance. À voir, lire et entendre, cette semaine, nous allons parler d'un sujet extrêmement théorique, très abstrait. Alors, je vous suggère de prendre un bon café pour nous suivre pendant les 10 prochaines minutes. Oui, on va parler de James Bond, un des personnages de la politique internationale les plus connus, les plus célèbres et les plus contestés au monde. A-t-il une utilité? Oui, selon un auteur britannique qui dit que James Bond a sauvé l'Angleterre. Alors, nous prenons prétexte de la sortie de ce livre et de la sortie en DVD de Quantum of Solace, le dernier James Bond, que les Français ont traduit. Ils ont traduit le titre par, tenez-vous bien, Quantum of Solace. C'était incompréhensible en français et incompréhensible en anglais. Donc, voilà, la parité est atteinte. Et je dois vous dire que moi qui ai vu tous les James Bond, Quantum of Solace a un scénario incompréhensible. J'ai dû aller sur Wikipédia pour comprendre ce qui s'était passé. Alors, cela dit, 2 experts en James Bond, 2 politologues qui sortent du placard aujourd'hui pour nous dire que oui, ils ont vu les films, oui, ils l'apprécient. Éléonore Lépinard, politologue à l'Université de Montréal, merci d'être avec nous. Éléonore, votre dernier ouvrage paru est « L'égalité introuvable, la parité, les féministes et la République » aux presses de Sciences Po Paris. Et Frédéric Mérand, bienvenue à l'émission. Bonjour. Frédéric, votre dernier ouvrage paru est « L'Union européenne et la sécurité internationale ». Donc, on se rapproche un peu des thèmes chers à Ian Fleming, aux éditions Bruyland. Voilà. Alors, le livre que vous avez lu pour nous, James Bond, l'homme qui sauva l'Angleterre, c'est chez Démopolis, c'était publié en 2008. Et donc, je vous pose la question, Frédéric, en quoi est-ce que James Bond a sauvé l'Angleterre? Il faut d'abord préciser que Simon Winder est l'éditeur britannique des œuvres de Ian Fleming. La thèse qu'il défend dans ce livre, qui est
qu'il traite de manière très personnelle, c'est que James Bond connaît son succès après 1956, même s'il est né quelques années avant, c'est-à-dire après l'humiliation, la cuisante défaite britannique dans la guerre de Suez en 1956. Et donc, James Bond juste est en deux apparu... mots, de dire que les Britanniques ont voulu faire une intervention avec les Français pour reprendre le contrôle du canal de Suez. Et les grandes puissances, combinées, États-Unis et Russie, leur ont dit de s'en aller. Et c'était donc une preuve de très grande faiblesse de la part des Britanniques. Exactement. 1956, c'est l'année où les Britanniques, comme les Français, réalisent que leur empire colonial, leur puissance est disparue. Et dans ce contexte, James Bond apparaît comme le sauveur de l'Angleterre, comme celui qui va reconstruire la relation spéciale avec les États-Unis, celui qui réussit toujours à être plus malin que les Américains tout en étant leur allié et qui utilise le drapeau britannique pour mettre en évidence le génie, l'esprit britannique et le fait que l'Angleterre, finalement, entre l'Union soviétique et les États-Unis, demeure un acteur important. Donc, il sauve un peu la face de l'Angleterre. Donc, il ne sauve pas le réel, mais il compense dans la fiction, la perte de valeur britannique dans le monde. Avec peu de moyens et beaucoup d'esprit, il sauve l'Angleterre. Tout à fait. Et donc, le personnage de James Bond ne fait pas semblant d'être plus puissant que les grandes puissances. Effectivement, il se faufile. Et... il a quelques gadgets, mais par exemple, si on reprend des films comme Thunderball, lorsque véritablement une force plus importante, des sous-marins ou une armée doit intervenir, ce sont presque toujours les Américains. Donc, c'est James Bond seul et l'armée américaine ou les services secrets américains qui arrivent en masse. Mais celui qui a les gadgets, celui qui a la finesse, le stratège, c'est James Bond. Et c'est un peu l'image dans laquelle l'élite politique britannique vit depuis un certain nombre d'années. Certainement, c'était le cas de Tony Blair, celui qui peut conseiller la grande puissance américaine. Donc, c'est un peu l'Astérix, finalement, des Britanniques. Avec les gadgets à la place de la potion magique. Éléonore Lépinard, il y a une chose qui vous a frappé en lisant le livre et en regardant à nouveau, je suppose, plusieurs James Bond, c'est qui est le mal face à James Bond. Ce n'est pas la Russie, ce n'est pas la Chine. Oui, voilà. On a souvent pensé, et c'est peut-être beaucoup plus vrai dans les livres, que James Bond, c'est aussi l'espion de la guerre froide. Et donc, Fleming était passablement anticommuniste et on pourrait penser que du coup, la Russie est le grand méchant. Et en fait, pas du tout. Dans la plupart des cas, même dans tous les cas, c'est toujours un traître. Que ce soit en Corée du Nord, en Chine, dans Demain ne meurt jamais, ou la Russie en général, c'est finalement toujours un général qui, pour des raisons obscures ou parce qu'il est cynique, très méchant, ou parce qu'éventuellement il a des comptes à régler personnels, se fait passer pour le représentant de sa puissance et en fait ne l'est pas. Et on découvre ce stratagème au fur et à mesure. Donc le mal, ça n'est pas la Russie. Finalement, il y a une raison d'État et quand James Bond se retrouve face au représentant de cet État, qu'est la Russie en général, celui qui n'est pas un traître mais le véritable représentant, ils arrivent à s'entendre. Et typiquement, dans Rien que pour vos yeux, c'est un armateur grec, enfin un bandit qui a récupéré un instrument des Britanniques et quand les Russes veulent les récupérer, mais finalement ce ne sont pas eux l'éminence grise derrière toute cette chose, ils veulent juste récupérer le matériel, en profiter. Quand il se retrouve confronté à James décide de détruire le matériel plutôt que de le faire prendre par les Russes et explique au général russe, c'est ça la détente, vous ne l'avez pas et je ne l'ai pas. Et le général russe sourit et s'en va amicalement finalement. Donc c'est vraiment représentatif du fait que le mal politique, ça n'est pas une grande puissance. Les grandes puissances, elles sont rationnelles. Et donc on peut s'entendre avec elles au final. Et il y a un grand absent, selon vous, c'est le thème de la décolonisation. Oui, alors autant on a une pléthore de thématiques et une évolution qui suit l'actualité, de la guerre froide, la criminalité, le problème des ressources écologiques dans le dernier aussi, la drogue dans pas mal de films des années 80, la question du retour des petites nations en Europe de l'Est. Enfin bon, il y a vraiment beaucoup des thématiques de la scène internationale qui se retrouvent au fur et à mesure dans les James Bond, mais jamais la décolonisation. Alors, ça tient probablement au fait que justement la décolonisation, c'est la remise en cause la plus frontale de la raison d'État. Il y a des mentions, par exemple, dans Casino Royale, un des commanditaires du chiffre est visiblement une armée africaine de libération, mais qui est justement présentée de manière ironique. Quand le chiffre vient les voir, il les appelle, il dit « Ah oui, je soutiens les Freedom Fighters, comme vous ». Mais on voit bien que c'est ironique, que c'est pas pris au sérieux. Donc, la décolonisation est complètement absente alors que les livres sont écrits
entièrement durant cette période-là. Et Frédéric, vous avez noté que plus récemment, il y a un virage réaliste dans le choix du mal, dans le choix des représentants du mal qui étaient plutôt caricaturaux au début et maintenant ce n'est plus le cas. Bon, si on suit effectivement l'évolution de la menace, on commence dans les ouvrages de Ian Fleming avec le SMERSH, qui est une agence étatique de l'Union soviétique. Très rapidement, dans les années 60, la menace est une grande organisation déjà vouée au terrorisme et à l'espionnage et au contre-espionnage. C'est le fameux Spectre dans les années 60, mais qui demeure une organisation pyramidale. Et plus récemment, ce qu'on retrouve, c'est, dans Quantum notamment, c'est Quantum, qui est une organisation en réseau, donc qui correspond bien aux menaces modernes. Et effectivement, cette organisation a toutes les apparences d'une entreprise multinationale, comme plusieurs théoriciens ont imaginé les organisations post-modernes, et plus du tout, finalement, comme le mentionnait Léonore, cette espèce de ces personnages fantasmatiques des années 60. Et donc, on développe un peu l'idée avec Éléonore que finalement, James Bond est le défenseur de la rationalité et de la souveraineté de l'État contre toutes ces menaces qui, finalement, sont difficiles à ordonner, difficiles à comprendre, difficiles à théoriser. Et qui mettent en péril, en fait, les frontières de l'État-nation, parce que c'est des choses transnationales, ou par exemple les marchés financiers. Toutes ces choses qu'on ne peut pas réguler par l'État-nation. Dans Goldfinger, c'est une histoire de marché de l'or. Dans Casino Royale, il y a aussi une histoire d'action. Si jamais on fait sauter l'avion, les actions, les cours en bourse vont être modifiés, etc. Donc, c'est toutes ces choses diffuses sur lesquelles, probablement aussi le public sait très bien qu'il n'a aucun contrôle. Donc là, je pense qu'il y a un jeu de représentation où James Bond permet de mettre ça en image et dans une histoire, donc les limites finalement de la souveraineté étatique qui sont perforées de toutes parts, et d'un autre côté, de faire croire aux spectateurs que quelque part, il y aura quelqu'un qui va s'en occuper pour nous protéger de ça. Ouais. Mais aussi, donc, il n'y a plus... le méchant, la menace n'est plus chauve, n'a plus de bosse. Elle a plus des dents en fer, elle n'a plus de chat. Elle n'est plus un nain, elle n'est plus dans un fauteuil roulant. Bon, là, on a une normalisation de la figure du mal, alors qu'avant, c'était très fantastique, très science-fiction, ce qui aussi décrédibilisait finalement le mal, parce donc le réalisme, c'est aussi la crédibilisation de ces menaces pour le spectateur, parce qu'elles semblent plus... La plus grande transformation de l'expression du mal, c'est Sophie Marceau, qui est à la fois Bond Girl et à la fois chef des bandits, et qui, effectivement, n'est pas désagréable à regarder. Enfin, selon... c'était aussi l'avis de voyons, le Julien Clerc, dans une chanson célèbre. Voilà. Alors, nous arrivons à la chanson. Vous aviez un énorme choix, évidemment, en deux chansons. Qu'avez-vous choisi et pourquoi? Eh bien, nous avons longtemps réfléchi. C'est sûrement le sujet sur lequel nous avons le plus réfléchi, parce qu'il y a A.H.A., il y a Duran Duran, il y a eu Madonna, Tina Turner. Mais notre choix s'est porté sur les Wings, Paul McCartney, Live and Let Die, qui est un des James Bond les plus intéressants aussi, parce qu'il s'inspire de la Blaxploitation. C'est aussi celui, donc c'est ce mouvement de cinéma politico-criminel américain des années 70. En même temps, c'est celui qui a peut-être le plus souci de préjugés ou de stéréotypes racistes, mais une chanson qui est efficace, Live and Let Die. Et qui survit au temps. Alors, merci beaucoup, Éléonore Lépinard, Frédéric Mérand, et on écoute grâce à vous les Wings qui interprètent Live and Let Die. When you were young and your heart was an open book, you used to say, live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. But if this ever changes... C'était notre émission pour cette semaine. Merci d'avoir été avec nous. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les personnes qui ont été interviewées pendant l'émission, sur les livres dont on a discuté, vous pouvez venir sur le site du Cerium, cerium.ca. Vous y verrez également les conférences que nous préparons pour les jours et les semaines à venir. Vous êtes invités à y participer. L'entrée est toujours libre. Et vous verrez également de l'information sur les écoles d'été du Cerium. Ce sont des écoles qui sont ouvertes aux étudiants de maîtrise et de fin de bac, mais aussi à des gens comme vous intéressés par l'information internationale. Il s'agit de 6 jours intensifs que nous organisons du 29 juin pour une première semaine et ensuite jusqu'au 11 juillet. Je vous donne rapidement les thèmes. La présidence d'Obama, l'an 1, Inde, surprenante modernité, la Chine éveillée, comment elle change et nous change,
Pluralisme et radicalisation dans le monde arabo-musulman, terrorisme, le comprendre pour le prévenir, opération de paix, comment on construit la paix, et nous offrons 2 séminaires sur des questions environnementales. D'abord, une introduction au droit international du changement climatique, puis la biodiversité, enjeux et défis. Dans chacune de ces écoles, les professeurs de l'Université de Montréal, leurs collègues internationaux, une dizaine d'experts en tout pour chacune des écoles vous aident à comprendre l'ensemble de la situation, du thème ou de la région choisie. Merci à vous d'avoir été là, je ne le dirai jamais assez, à la fois sur le réseau de Radio Ville-Marie ou au Canal Savoir. Vous pouvez également revoir cette émission et les précédentes sur le site du Cerium. Et merci à l'équipe technique Luc Laflamme, Jocelyn Spronken et Onyang Gueriev. À la semaine prochaine. Après 3 ans d'école d'été, c'est toujours aussi bien, c'est vraiment, l'atmosphère est sympathique. C'est une chance vraiment unique pour nous de pouvoir essayer de parsemer encore plus notre éducation. Peut-être c'est le thème qui a rendu l'ambiance décontractée, mais en tout cas propice à l'apprentissage. J'apprends énormément de choses sur mon propre travail. Je trouve que c'est enrichissant. Et les messages, les nuances qu'on essaie de faire passer sont vraiment très très bien intégrés par les étudiants. Au bout d'un moment, il se crée une espèce de communauté, ce qui fait qu'on a un certain nombre de questions qui, même si elles ne sont pas au programme, viennent traiter dans le cadre des discussions. Je me rends expert moi-même en faisant ça.